Allez, on passe. Alors, donc, les traumatismes rénaux, il faut savoir, pour qu'un rein se traumatise, il faut que le traumatisme soit très important. Donc, le rein, c'est un organe qui est profond. Il est profond, il est bien protégé donc, dans le corps humain. Donc, par là, la masse musculaire postérieure et la colonne vertébrale. La masse musculaire, généralement, deux gros muscles, le carré des lombes. Le carré des lombes, ce que vous mangez bien chez le boucher. Le filet pratiquement, c'est le carré des lombes. Voilà. Donc, c'est un gros muscle. Voilà. Donc, et le psoas. Donc, en antérieur, il est protégé par les côtes, il est protégé par le foie, la rate maintenant, il est protégé par les intestins. Et en plus, c'est un rein. Donc, le rein, c'est un organe qui baigne dans une graisse qui est particulière. Il est mobile, il n'est pas fixe. Donc, il peut donc amortir les coups. Il est mobile, il n'est pas fixe dans cette enceinte graisseuse, tout simplement. Voilà. On suspecte donc un traumatisme du rein. Donc, suite à un traumatisme, on peut avoir une hématurie. Là, on suspecte qu'il y a un traumatisme rénal ou bien une contusion, donc une contusion, une abrasion ou bien une échymose donc de la fosse lombaire. L'UV en urgence, elle est très importante. Elle est très très importante. L'urographie intraveineuse ou bien donc le scanner. Ou bien le scanner, ils sont très importants. Ben, on va voir pourquoi. On le fait même, le cliché sur cliché du UV, on le fait même sur table opératoire. Donc cela montre l'importance de cet examen. Voilà. Le traumatisme du rein engage un double pronostic, bien sûr un pronostic vital, parce que il y a de l'hématome, ok, il y a de la déperdition sanguine, et il engage un pronostic par la suite fonctionnel. Est-ce que ce rein-là, qu'on a surveillé ou qu'on a traité ou qu'on a opéré, est-ce qu'il va récupérer par la suite ou non? Voilà. Le traitement adapté, bien adapté, on va le voir qu'il est difficile, le traitement bien adapté, donc va éviter toutes ces complications, surtout l'HTA, donc la sténose des voies excrétrices. On passe. On passe, tout ça, on passe. Voilà. Tout ça, c'est le rappel anatomique, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Alors, l'éthiopathogénie, donc, c'est des traumatismes qui surviennent chez un sujet en pleine activité, donc professionnelle. Donc, généralement, c'est des sujets jeunes. On dit 13 à 30 ans. Voilà, personne en pleine activité. L'accident de circulation domine le tableau clinique. Voilà. Donc, et en second, nous avons les accidents de travail, donc chute donc d'un lieu élevé, ou bien donc accident de sport. Accident du sport, un coup de pied donc lors d'un match de football, et surtout donc la chute sur le guidon pour les enfants. Voilà, ils sont là, donc ils sont sur son bicyclette et il tombe et il a le guidon qui vient directement sur la lampe. Là, c'est très classique. Là, c'est très classique. Et parfois donc, le traumatisme, il est très violent. Donc l'énergie, elle n'est pas importante, mais le traumatisme, parfois, il est très, très, très violent. On passe. Pardon. Voilà. Et on peut avoir association donc, des deux mécanismes. On peut avoir les deux mécanismes associés. Pour les traumatismes ouverts, 2%, soit donc par arme à feu, soit par arme blanche, tout simplement. Voilà. On passe. Le point d'entrée postérieur lombaire, donc il peut toucher plusieurs organes. Donc même si on fait par exemple, nous avons un traumatisme donc lombaire ouvert, par exemple un coup de couteau, voilà, c'est une plaie qui est pénétrante, voilà, là il faut hospitaliser le malade, il ne faut pas le laisser partir, même si le rein est normal, même s'il n'y a pas d'urohématome, même s'il n'y a pas d'hématome. On peut toucher donc le côlon, l'angle colique, et là on aura un sepsis par la suite. Faites attention. Voilà, une surveillance minimum. Sur le plan anatomopathologique, trois types de lésions. Donc on peut distinguer trois types de lésions. Donc sur le parenchyme, voilà, sur le parenchyme rénal et sa capsule, sur donc, les vaisseaux et sur les voies excrétrices. Sur les parenchymes rénales, on peut avoir une contusion rénale, une simple contusion rénale, il n'y a pas de rupture, il n'y a rien du tout. C'est un hématome, donc sous-capsulaire tout simplement. Et une fissure, on peut avoir une fissure, cette capsule, elle va se fissurer un peu, donc, et donner donc, une rupture, sans rupture capsulaire. C'est-à-dire que la capsule, elle est intacte, mais le parenchyme rénal, il est fissuré en dedans. Voilà, et tout ça, c'est le scanner qui va le donner. Voilà, une fracture, c'est-à-dire qu'il y a un écart, donc il y a une fissure avec écart, c'est une fracture, et un éclatement et un farcissement des fragments. L'atteinte des voies excrétrices, souvent donc pyélocalicielle, plus rarement urétérale, parce que l'urtère il est mobile, il peut amortir donc les chocs. Voilà, elle se manifeste généralement par une hématurie, donc traumatisme rénal, hématurie, c'est-à-dire qu'il y a une rupture des voies excrétrices.
Donc, trauma très important. Traumatisme rénal associé à une hématurie, il y a une rupture des voies excrétrices. Traumatisme rénal, il n'y a pas d'hématurie, pourquoi que vous allez avoir une rupture des voies excrétrices? Il n'y a pas de rupture. Voilà. L'atteinte du pédicule rénal, elle peut être complète, on peut avoir un arrachement complet de l'artère ou bien de la veine. Il faut savoir que l'arrachement veineux, il est plus dangereux que l'arrachement artériel. L'artère, il y a des fibres musculaires circulaires, lisses. Donc elle peut se contracter et donner donc une hémostase spontanée. La veine, elle ne donne pas d'hémostase spontanée, elle continue à donner éternellement. Ok? Donc le traumatisme veineux, il est plus grave que le traumatisme artériel, faites attention. Voilà. Et nous avons donc les traumatismes ou bien les ruptures incomplètes. On peut avoir une dissection donc artérielle tout simplement suite à une rupture partielle de l'intima. De l'intima, oui. Suite à une rupture partielle de l'intima, on peut avoir donc une diffusion du sang entre les parois de l'artère et donner donc une obstruction de l'artère, donner donc une ischémie et nécrose secondaire. Voilà. Encore. La classification, deux types de classification. La classification de Châtelain, 1971, je pense. Voilà. Et la classique et l'actuelle classification de la SAT américaine, je pense. Voilà. Donc, pratiquement, c'est la même. Pratiquement, c'est la même. Ils ont donc un objectif donc pronostic. Ils ont un intérêt pronostique et thérapeutique. À partir de ces classifications, on peut traiter le malade et on peut prévenir donc les complications. Il faut savoir que ces deux classifications sont radiologiques. Donc sans scanner ou bien UV, on ne peut pas faire de classification, on ne peut pas traiter et on ne peut pas donc suivre le malade et on ne peut pas prévoir le pronostic. On passe. L'évolution des lésions. Donc la même chose, puisqu'il y a trois lésions parenchymateuses, veineuses, vasculaires et la voie excrétrice, nous avons l'évolution sur ces trois constituants. Alors, les foyers de contusion cicatrisent. Une contusion, c'est comme une contusion au niveau de la cuisse, elle va cicatriser, il n'y a aucun problème, en donnant des zones détruites ou non. Détruites ou non, on va voir. L'hématome sous-capsulaire, il va se résorber, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. L'hématome péricapsulaire, il va se résorber. Ou bien il peut s'infecter et s'organiser en gangue fibreuse. Il comprime le rein. Faites attention. Donc, drainer ou ne pas drainer, ça dépend du malade et ça dépend donc de l'état où est le malade. Voilà. Les fractures cicatrisent en surfacissant. Les fractures, c'est-à-dire qu'il y a donc par exemple deux fissures délimitant une zone rénale. Cette zone rénale, elle va s'infarcir. Pourquoi elle va s'infarcir? Parce que la vascularisation artérielle elle est de type terminal. Il n'y a pas de collatéral. Donc elle va s'infarcir. Voilà. Et si elle va s'infarcir ou là elle va s'ischémier, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une activation du système rénine-angiotensine aldostérone et engendrer des HTA. C'est pour ça que la complication, la première fois, on a dit HTA. On a mentionné HTA en premier. On passe. L'urohématome peut se résorber et il peut s'infecter. La même chose, voilà. Les caillots intracavitaires peuvent se résorber, peuvent se calcifier donnant des lithiases secondaires. Voilà. Les ruptures donc sur les voies excrétrices cicatrisent ou bien s'il y a une rupture partielle, elle peut se cicatriser. Donc, mais il vaut mieux donc diriger cette cicatrisation pour qu'il n'y ait pas de sténose secondaire. On passe. Sur les gros vaisseaux, les ruptures artérielles complètes sont responsables d'une ischémie chaude et grave, évoluant vers la nécrose rapide. Si l'hématome est grave, le pronostic vital est engagé, il faut opérer rapidement. Les ruptures incomplètes donnent une dissection sous-intimale, on l'a dit, voilà, entraînant une ischémie du parenchyme, voilà, et qui peut engendrer une insuffisance rénale par la suite si elle est bilatérale ou sur un rein unique. Les lésions veineuses sont rares, mais elles sont très graves. On passe. Sur le plan clinique, l'interrogatoire, il doit être rapide. Voilà. Donc, il note donc l'heure du survenu, les circonstances et le mécanisme. Il recherche surtout les antécédents. Les antécédents néphrologiques, les antécédents urologiques, les antécédents cardiologiques, etc. Tous les antécédents. Donc, il ne faut pas hésiter donc à poser des questions rapides à l'entourage. Rapide à l'entourage. Bien sûr, cet interrogatoire ne doit pas donc retarder la mise en condition du malade. C'est un traumatisme.
Traumatisme, donc il est arrivé aux urgences, donc il faut le prendre rapidement. Voilà. L'examen clinique, il faut évoquer un traumatisme rénal devant un polytraumatisé, donc devant tout polytraumatisé, et surtout s'il y a une hématurie. Voilà. L'examen général doit être en premier plan, il doit être rapide, et apprécier l'état hémodynamique du malade, donc il faut prendre le pouls, voir la coloration, la conscience du malade, voilà, prise d'une tension artérielle, voilà, recherche donc d'un collapsus tensionnel et des signes de choc. Donc froideur des extrémités, baisse de la tension artérielle et cyanose, tout simplement. Allez, on passe. Rechercher les lésions associées. Voilà. Rate, foie, donc hémopéritoine, donc faire des touchés pelviens, donc demander une échographie en urgence, très important. Donc à défaut si on n'a pas tout ça, faire ce qu'on appelle une ponction lavage du péritoine, une PLP. Donc je me souviens quand j'étais résident, on fait beaucoup de PLP, maintenant on ne le fait pas presque. Parce que donc ça s'est développé un peu, nous avons l'échographe qui est à disposition, le scanner qui est rapide, etc. Voilà. Voilà. Lésion pelvienne, un type de fracture du bassin, très important. Voilà. Lésions thoraciques, les lésions crânio-rachidiennes et les lésions traumatologiques. Voilà. On passe. Sur les signes urinaires, l'hématurie est le maître symptôme. On a dit qu'il faut suspecter tout traumatisme, un traumatisme rénal devant tout polytraumatisé associé surtout, pas associé associé surtout à une hématurie. Voilà. Donc, elle est présente dans 90% de cas. Elle peut être micro ou macroscopique. Donc, c'est la même valeur. Ils ont la même valeur. Voilà. Donc, mais généralement, dans ce contexte, on prend la macroscopique, généralement, parce qu'elle est plus grave. Mais quand on prend l'hématurie comme fil conducteur, l'hématurie microscopique, elle équivaut à l'hématurie macroscopique. Voilà. Elle peut être absente. Et comme on a dit, l'hématurie nécessite une lésion des voies urinaires. Donc elle peut être absente s'il n'y a pas de lésion des voies urinaires. On peut avoir un arrachement vasculaire ou les lésions du pédicule rénal, c'est-à-dire de l'artère et de la veine, et nous n'avons pas d'hématurie. Voilà. Et il n'y a pas de corrélation anatomoclinique. Il n'y a pas de corrélation anatomoclinique donc il n'y a pas de corrélation entre la clinique et l'importance du traumatisme. Voilà, on passe. À l'examen clinique, le malade il présente une sensibilité abdominale, surtout de la loge lombaire généralement. Donc il a un empattement lombaire, donc à un degré variable. Des lésions cutanéennes type d'echymose qu'il faut chercher, ou bien d'érosion, ou bien des plaies tout simplement. Fracture de côte, surtout la fracture de la dernière côte, elle peut embrocher le rein tout simplement. Voilà. L'anurie. L'anurie elle est rare. L'anurie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de globe vésical ni d'urine. On sent le malade, il n'y a pas de gouttes d'urine, quelques gouttes. Voilà. L'anurie, donc, elle est rare. Elle est plus fréquemment en rapport avec le choc, avec l'état de choc, qu'avec donc l'inexistence des reins ou l'arrachement pédiculaire. Pour qu'il y ait une anurie chez un individu normal, avec deux reins, il faut qu'il y ait un arrachement des deux côtés. Ce qui est impossible. Bon, impossible, c'est pas impossible. Ce qui est peu fréquent. Voilà, on passe. Les examens complémentaires doivent être réalisés en urgence, s'il y a un malade qui est bien perfusé, s'il y a un malade qui est équilibré. Ok. Donc, le groupage sanguin, généralement, on risque de transfuser le malade à n'importe quel moment. Voilà, groupage sanguin, évaluer donc le taux d'hémoglobine, le taux de plaquettes, voir son hémostase avec un TP, un taux de plaquettes et avec un TCK, et voir la fonction rénale. Très important. Voilà. Échographie, elle est simple, anodine, répétitive, il n'y a aucun problème, on peut la demander rapidement. Donc au lit du malade, on peut la demander au lit du malade, il n'y a pas de problème. Donc elle visualise l'ensemble des organes abdominaux, donc elle renseigne sur les organes abdominaux. Déjà, elle élimine des lésions associées. Voilà. Elle évalue l'hématome périrénal, il est important ou non. Donc elle est systématiquement couplée à un examen Doppler, c'est pour donc voir donc, les vaisseaux donc, rénaux qui est un peu difficile. C'est un peu difficile. Voilà. Et elle est importante secondairement pour la surveillance. On passe. L'euroscanner ou l'UV en urgence, ça c'est le maître examen. Donc on ne peut pas faire de classification de malades, on ne peut pas faire donc une stratégie thérapeutique pour le malade sans ces deux examens. Il faut passer. Quand on me demande, monsieur, on a un traumatisme rénal aux urgences, je dis, le malade, il est bien stable. Oui, monsieur, le malade, il est stable, il a 14 de tension, il est perfusé, il n'y a aucun problème. Je dis, il faut faire un neuroscanner. Monsieur, le radiologue, il n'est pas là, je m'en fous.
Je m'en fous, je ne peux pas, je ne peux pas. Laissez-le à côté jusqu'à ce qu'il fait un scanner. On peut pas construire dans le traumatisme rénal, on ne peut pas construire des idées sans avoir le scanner. Il faut le faire. Il faut le faire, quel que soit X, il faut le faire. Sinon, il faut prendre le malade comme ça, le mettre et le voir. Voilà, tout simplement. Voilà, parce qu'il n'y a pas une corrélation anatomo-clinique. Donc on peut avoir une clinique qui est complètement facile, il n'y a aucun problème, la maladie il est bien colorée, mais donc les lésions sont très importantes à l'intérieur de l'abdomen, et à un moment donné, voilà, c'est la panique, on va l'opérer en extrême urgence, on risque de le perdre, ou bien d'enlever ce rein. Voilà. Donc, et je dis, même sur table d'examen, même sur table opératoire, pardon, c'est pas examen, c'est opératoire. Même sur table opératoire, il faut faire donc un cliché du UV. Voilà. L'examen TDM de la TDM abdominale est un examen de référence dans ce cadre traumatique, car il permet une excellente appréciation des lésions tissulaires, l'atteinte de la voie excrétrice grâce au cliché d'injection. Il faut injecter le malade. Il faut l'injecter. L'urographie intraveineuse a perdu sa place par rapport au scanner. Jadis, on fait donc l'urographies, maintenant on fait l'uroscan. C'est la même chose, donc on fait un scanner et à la fin de l'examen, on tire des clichés donc longitudinaux ou bien des clichés donc du UV, tout simplement. On passe. En fonction du plateau technique, le chirurgien peut demander, en complément de l'examen tomodensitométrique, donc un scanner spiralé. Un scanner spiralé, il va détourner tout le rein. Il va détourner de tout le rein et voir donc les zones infarcies, des zones donc qui ne prennent pas le produit de contraste, des zones qui sont saines qui prennent le produit de contraste, tout simplement. Voilà. On passe. Donc on peut demander un scanner 3D, on peut demander une angiographie, s'il y a un doute sur, sur une lésion vasculaire, on demande une angiographie. Donc l'IRM, elle a la même valeur que le scanner, et on peut demander un angio-URM, donc s'il y a un doute sur des lésions vasculaires. Voilà. On passe. Les complications dépendent du grade lésionnel et de la méthode de prise en charge. Bien sûr, nous avons les complications précoces, c'est dans la semaine qui suit le traumatisme. Nous avons risque de ressaignement, malade il est bien. Voilà, on a dit qu'il y a une absence de paralysme anatomoclinique. Le malade il est bien, on le surveille pendant 7 jours, hop, puis il commence à faire des douleurs lombaires avec un empattement très important. On fait le scanner, on va trouver l'urohématome qui augmente beaucoup plus. Et là, il y a un saignement actif. Faites attention. Voilà. Donc on peut avoir donc l'exacerbation de l'urénome, c'est-à-dire s'il y a par exemple une rupture totale de la voie excrétrice, ou un arrachement total de l'urtère, les urines, donc le malade il est choqué au premier, donc il n'urine pas beaucoup, mais avec le temps, le rein il reprend donc sa fonction, en 7 jours il va reprendre sa fonction et il va uriner dans le rétropéritoine, tout simplement. Voilà. Et les abcès, bien sûr les infections. Les traumatismes tardifs, nous avons les complications tardives, l'HTA. L'HTA toujours, on a dit soit par compression vasculaire, soit par zone d'infarcissement qui sont très importants, ou d'ischémie qui sont très importants, et activation du système rénine, angiotensine, aldostérone. Voilà. L'hydronéphrose, l'ilithiase secondaire, l'atrophie rénale, voilà, l'insuffisance rénale, donc, et les pyélonéphrite chroniques. Les fistules artério-veineuses, on peut donc avoir sur ces traumatismes des fistules artério-veineuses qui sont parfois très, très difficiles à traiter, très, très difficiles. Il faut des embolisations, il faut un traitement donc radiologique. On passe. On revient. Il faut avoir une attitude sage. Il faut être sage devant un traumatisme rénal. Il faut pas avoir le bistouri aux dents. Non, il ne faut pas opérer. Doucement. S'il n'y a pas de feu, si le malade il est stable, il faut réfléchir. Voilà. 3 éléments sont impératifs. On passe. Donc il faut prendre en compte 3 éléments. Voilà. Ne pas méconnaître une lésion pédiculaire, bien sûr. Très important. Si le scanner vous dit une suspicion qu'il y a une lésion de l'artère rénale ou il y a une hypoperfusion donc, du rein, il ne faut pas la méconnaître, il faut aller la traiter rapidement. Parce que vous allez perdre ce rein-là. Voilà. Deuxièmement, savoir décider rapidement de chirurgie d'hémostase. C'est pas un goût comme il ne faut pas opérer que vous allez garder le malade et vous allez le regarder mourir. Non. Il
Il faut savoir décider d'une chirurgie d'hémostase. Bien sûr, c'est dans un contexte collégial et dans un contexte donc une décision collégiale donc entre réanimateurs, donc chirurgien et urologue. Voilà. Et programmer la surveillance. Il faut savoir programmer la surveillance et la suite des examens en fonction de la gravité des lésions. On passe, on va les voir. Il y a des situations où l'indication chirurgicale est absolue. Donc, il y a des situations, le malade est choqué, il y a des lésions associées. Par exemple, il y a une lésion de la rate, une rate qui saigne, un hémopéritoine, associé à un traumatisme rénal. Là, il faut aller explorer. Bien sûr, on fait l'hémostase sur la rate, qui ne va pas s'arrêter de saigner. Donc, il faut donc faire l'hémostase en enlevant, ou là on fait un packing, ou là on fait un treillis, ou comme vous voulez, on fait des sutures, etc. Et il faut regarder de visu, donc l'hématome rétropéritonéal. Est-ce que c'est un hématome rétropéritonéal expansif? Donc il continue d'agrandir. Là, il faut ouvrir le rétropéritonéal et aller faire donc des réparations. Voilà. Est-ce que c'est un hématome rétropéritonéal qui est constant, qui n'est pas expansif? Et là, il faut le laisser tranquille et surveiller le malade. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on a fait l'hémostase donc de la rate. Ça, c'est un exemple que je donne. Voilà. Un saignement met en jeu le pronostic vital. L'origine rétropéritonéale de saignement n'est pas toujours évidente et peut être constatée en opératoire, comme je le dis, lors de la laparotomie pour traitement d'une lésion associée viscérale. Ce qu'on a dit. Voilà. Le traumatisme rénal associé à une lésion associée. L'objectif est alors d'assurer l'hémostase la plupart du temps en réalisant une néphrectomie en raison de l'instabilité hémodynamique. Donc s'il y a une instabilité hémodynamique, là il ne faut pas hésiter de faire une néphrectomie. Il ne faut pas hésiter. Malade il est au bout de la mort, il ne faut pas hésiter, mais généralement nous avons le temps. N'oubliez pas que le malade a une hémostase spontanée. Nous avons le temps, il ne faut pas paniquer. On passe. Des cas particuliers. Lors de l'hématurie microscopique, on a dit qu'elle a la même chose. Au moins, il faut faire une TDM. Minimum, il faut faire une TDM et classer les lésions. Voilà. On passe. L'arbre décisionnel. Voilà, je ne le vois pas, l'arbre décisionnel. Voilà, maintenant, généralement, 2 ou 3 situations vont se dégager. Soit le malade qui est stable. Le malade, il est stable. On a fait le scanner, on l'a classé. Il n'y a pas eu de lésion grave. Malade, on le met en surveillance. Donc on refait généralement les examens radiologiques 7 à 14 jours. 7 à 14 jours, pourquoi? Parce qu'au bout de 7 jours, les lésions d'infarcissement vont bien apparaître. Voilà. Deuxième des choses, le malade, il est douteux. On fait ce qu'on appelle une surveillance active. Le malade, il est douteux. Donc je ne sais pas, faut-il l'opérer ou non. Là, il faut le mettre dans une salle de réanimation. Salle de réanimation, pas dans une salle qui est... Pas faire comme on fait. Salle de réanimation. Voilà, il faut une surveillance active. Et le moment propice, j'opère. Si le malade devient stable, il rejoint la première situation. Voilà. Si le malade n'est pas stable, il faut l'opérer. Et troisième situation, là le malade il est en état hémodynamique très précaire, là il faut aller opérer, n'hésitez pas de faire des néphrectomies. Dans tous les cas, on n'enlève pas un rein comme ça. Si on peut réparer un rein, on le répare. Par exemple, une lésion vasculaire, on peut faire donc une anastomose vasculaire. Je sais qu'elle est difficile, je sais qu'elle est peu réalisable, il faut tenter. Des ondes d'infarcissement, donc je peux faire des sutures, je peux mettre un treillis, c'est-à-dire un filet et serrer le rein tout simplement. Je peux mettre un packing. Il ne faut pas enlever le rein rapidement. Mais soyez sûr, quand vous opérez un rein en urgence, dans 90%, vous allez l'enlever. Le seul rein qu'on a opéré en urgence, on l'a enlevé. Ok, je vous remercie.